Je voudrais vous remercier énormément pour votre invitation et ça a été vraiment un grand plaisir pour moi de suivre, votre, congrès aujourd'hui. Je remercie beaucoup le laboratoire Janssen pour la confiance qu'ils m'ont accordée afin de vous présenter le rhumatisme des Mickey, le point de vue du gastro-entérologue. Alors voici le plan de ma présentation. On va définir tout d'abord le rhumatisme des Mickey. Quand penser à une Mickey en présence d'une spondyloarthrite et comment la confirmer? Quels sont les objectifs et les cibles thérapeutiques des deux maladies? Est-ce qu'on peut traiter les deux pathologies avec les mêmes molécules? Comment on va assurer le monitoring de ces deux pathologies et une proposition d'algorithme de prise en charge de ces deux maladies quand elles sont associées. Alors, le rhumatisme des Mickey, qui porte actuellement le nom de spondyloarthrite, vous le savez mieux que moi, ce sont des affections inflammatoires chroniques qui vont toucher de façon prédominante les articulations du squelette axial, avec plus ou moins une atteinte du squelette appendiculaire et qui vont être associées à une pathologie d'autres organes, notamment la peau pour ce qui est du psoriasis, le tube digestif pour ce qui est de Mickey et ou bien donc une uvéite antérieure. Comme vous le savez, les spondyloarthrites peuvent être de deux types. Elles peuvent être de type axial ou périphérique. Vous le savez mieux que moi que les spondyloarthrites donc axiales sont définies par la présence de douleurs du rachis qui évolue depuis plus de 3 mois et qui vont être associées donc soit à une sacro-iléite à l'imagerie plus une autre anomalie caractéristique des spondyloarthrites, ou bien, en cas de présence d'un HLA-B27 positif, on va avoir la nécessité d'avoir deux autres facteurs caractéristiques des spondyloarthrites. Quant aux spondyloarthrites périphériques, elles sont définies par la présence d'une arthrite ou enthésite ou dactylite qui nécessiterait pour la définition l'association à une des manifestations suivantes, donc à savoir le psoriasis, Mickey, infection HLA-B27 uvéite, ou bien l'association à deux des manifestations suivantes. Classiquement, on distingue les spondyloarthrites périphériques en deux types, le type 1 étant caractérisé par une atteinte oligoarticulaire avec une atteinte de moins de 5 articulations et le type 2 avec une atteinte de plus de 5 articulations. La nouvelle terminologie décrit le phénotype clinique d'un patient avec une spondyloarthrite, distingue la spondyloarthrite axiale qui peut être radiographique ou non radiographique, la spondyloarthrite périphérique articulaire et troisièmement la spondyloarthrite périphérique anthésitique et qu'on va associer à la manifestation extra-articulaire, ce qui est en l'occurrence pour notre topo la maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Quelles sont les particularités des spondyloarthrites associées au Mickey? Leur prévalence est loin d'être négligeable puisque donc on peut avoir une Mickey associée dans 15% des cas. Au moment du diagnostic de la spondyloarthrite, on a 4% des malades qui ont donc une Mickey et le risque d'apparition ou de survenue donc d'une maladie inflammatoire chronique de l'intestin est maximal dès les premières années puis se stabilise après 10 ans. Le risque de Mickey est 5 fois supérieur à la population générale. Une Mickey infraclinique peut être observée dans 50% des cas au moment du diagnostic d'une spondyloarthrite. Les facteurs de risque de développer une Mickey, c'est quelqu'un qui a de sexe masculin, un âge jeune de début de sa spondyloarthrite et une spondyloarthrite active. Inversement, quelles seraient les particularités et la fréquence des spondyloarthrites chez les patients ayant une Mickey? Là, la fréquence va être nettement supérieure puisque, comme vous le savez, les manifestations articulaires constituent la manifestation extradigestive la plus fréquente au cours des Mickey. En présence de spondyloarthrite, en cas de Mickey, l'atteinte va être essentiellement périphérique, de point de vue fréquence. Elle s'associe surtout aux patients ayant une maladie de Crohn, beaucoup plus que la rectocolite hémorragique et en cas d'atteinte colique. Les facteurs de risque de développer une spondyloarthrite, ce seraient les patients qui ont des antécédents familiaux, donc de Mickey, les patients qui ont des manifestations extra-intestinales, les patients tabagiques et une Mickey active, là aussi comme pour ce qui est des spondyloarthrites donc qui sont actives.
Quelles sont les particularités des spondyloarthrites associées au Mickey? Si on voit les spondyloarthrites axiales, on voit que l'expression de l'HLA-B27 se voit dans 25 à 75% des cas. Caractéristique importante, c'est que ces spondyloarthrites axiales vont avoir une évolution indépendante de l'activité de la maladie intestinale. Pour ce qui est des spondyloarthrites périphériques, là, elles sont plus fréquentes chez les femmes en cas donc d'atteinte colique et, comme je vous l'ai dit, la distinction entre les deux types 1 et 2 montre que pour les types 1, qui sont donc une atteinte oligo-articulaire, il va y avoir une association entre l'activité de la maladie et l'activité des lésions articulaires. Par contre, pour le type 2 de ces spondyloarthrites périphériques, leur évolution va être indépendante de l'activité de la maladie intestinale. Donc, on a vu la définition, la fréquence et les particularités des spondyloarthrites donc associées au Mickey. Donc, quelqu'un qui vient vous voir pour une spondyloarthrite. Alors, quand est-ce que vous allez penser à une Mickey et comment vous allez la confirmer? En présence de spondyloarthrite, les recommandations veulent qu'il faut toujours chercher une maladie inflammatoire chronique de l'intestin, qui, comme l'a dit donc mon ami Dr Hliwa, est peut-être soit une rectocolite hémorragique ou une maladie de Crohn. Et comme donc elle l'a si bien dit, le diagnostic d'une Mickey repose sur un faisceau d'arguments à la fois cliniques, biochimiques, endoscopiques, radiologiques et histologiques. Alors, la rectocolite hémorragique, c'est une maladie du rectum et du côlon qui n'atteint jamais le grêle et l'anus et qui est caractérisée par une atteinte continue du rectum et du côlon. Quand est-ce qu'on va évoquer chez un patient qui a une spondyloarthrite une rectocolite hémorragique? Si ce patient présente des antécédents familiaux de Mickey et qu'il développe des émissions glérosanglantes, parfois même afécales, surtout donc pour l'atteinte quand elle est très distale, c'est-à-dire les rectites, ou qu'il développe une diarrhée sanglante ou des douleurs abdominales. En sachant que ces diagnostics peuvent faire évoquer d'autres pathologies, notamment la néoplasie rectale ou colique, la colite infectieuse si la diarrhée est aiguë, et n'oublions pas aussi qu'on est devant un patient qui a une spondyloarthrite qui peut être mis sous INS, et il faudrait évoquer la colite médicamenteuse. L'autre donc diagnostic à évoquer, ça serait la colite ischémique, et là, donc l'examen à réaliser et qui va permettre de confirmer le diagnostic de RCH serait l'iléocoloscopie avec bien évidemment des biopsies rectocoliques. Qu'en est-il de la maladie de Crohn? La maladie de Crohn est une maladie qu'on pourrait évoquer chez un patient qui a une spondyloarthrite, chez donc un malade qui a des antécédents familiaux de Mickey et qui présente une diarrhée chronique, qu'elle soit sanglante ou pas, qui présente des douleurs abdominales chroniques, un amaigrissement, des syndromes subocclusifs, une fièvre prolongée ou bien un syndrome inflammatoire inexpliqué par sa pathologie donc articulaire. La présence de fistules également ou bien d'abcès au niveau donc du périnée va faire également donc évoquer la maladie de Crohn. Une anémie inexpliquée peut être également une circonstance de découverte d'une maladie de Crohn et un syndrome de malabsorption. Alors, ces symptômes-là font faire évoquer la maladie de Crohn, mais il faudrait également, tout comme pour les symptômes de la rectocolite hémorragique, faire éliminer d'autres diagnostics, notamment la néoplasie colique. Une diarrhée chronique chez un patient, donc quand elle est non sanglante, doit faire évoquer la maladie cœliaque. La tuberculose intestinale qui donne des lésions intestinales et même anopérinéales qui peuvent mimer les lésions de maladie de Crohn. Les colites médicamenteuses, les colites infectieuses si la diarrhée est aiguë, ou la colite microscopique et également le syndrome de l'intestin irritable si notre bilan donc a été exhaustif. Alors, en quoi consiste ce bilan qui va nous permettre de poser le diagnostic de la maladie de Crohn? La calprotectine fécale, c'est un marqueur de l'inflammation digestive. Et quand donc cette calprotectine fécale va être élevée, elle permet d'éliminer un syndrome de l'intestin irritable qui, comme vous le savez, malgré l'existence d'une inflammation qui peut être très minime, ne va pas faire augmenter le taux de cette calprotectine fécale au-delà de 100 microgrammes par gramme de sel.
Le deuxième examen, et qui est donc l'examen principal, c'est l'iléocoloscopie. Pourquoi l'iléocoloscopie? Il faut faire une étude de l'iléon pour être sûr qu'il n'y a pas de lésions, donc, ou qu'il existe des lésions iléales qui vont conforter le diagnostic de maladie de Crohn quand on trouve par exemple une atteinte donc colique, ou le diagnostic entre maladie de Crohn et rectocolite hémorragique n'est pas facile, et l'existence d'atteintes iléales va faire balancer donc le diagnostic vers la maladie de Crohn. L'autre examen qu'on va demander, c'est l'entéro-TDM ou l'entéro-IRM, qui permet d'étudier l'intestin grêle, étudier l'étendue des lésions, la présence ou pas de fistules ou de sténose, qui sont les lésions tissulaires caractéristiques de la maladie de Crohn. L'autre examen, c'est la fibroscopie qu'on va faire si on suspecte une maladie cœliaque. Et chose importante, c'est que cette maladie cœliaque peut même s'associer à la maladie de Crohn, et elle sera réalisée, comme l'a dit Dr Hliwa, si on a des symptômes digestifs donc hauts. La vidéocapsule ne sera pas réalisée systématiquement, sauf si on a des éléments qui orientent vers l'existence d'une maladie donc de Crohn, notamment des antécédents familiaux, une anémie chronique inexpliquée, et chez un patient qui n'a pas de lésion au niveau donc du côlon et au niveau donc du grêle exploré par l'entéro donc TDM, parce que là, la vidéocapsule a la particularité de montrer des lésions qui sont donc au tout début. Mais l'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas faire de biopsie avec la vidéocapsule. Alors, quant à la question si il faut demander systématiquement une iléocoloscopie chez un patient qui a une spondyloarthrite et qui est totalement asymptomatique, qui ne présente pas les symptômes ou bien les anomalies dont on vient de parler, eh bien pour le moment la réponse est non, parce que ça arrive que nos collègues internistes et rhumatologues nous demandent systématiquement une iléocoloscopie chez un patient qui a une spondyloarthrite. Donc on peut leur dire que la réponse est actuellement donc négative, sauf bien évidemment si on a les circonstances ou bien les situations dont on vient de parler. Alors, en concertation avec nos collègues internistes et rhumatologues, si on a posé le diagnostic d'une MICI, nous sommes donc amenés à vous fournir un certain nombre d'éléments. Notamment, on devrait vous préciser la localisation de la maladie. Pour la rectocolite hémorragique, on distingue les rectites quand l'atteinte est limitée au rectum, une rectocolite gauche ou bien donc une colite étendue quand l'atteinte dépasse l'angle colique gauche. Pour la maladie de Crohn, donc c'est une maladie qui peut toucher tout le tube digestif, donc on peut trouver une atteinte qui est colique pure, on peut trouver une atteinte iléocolique ou bien une atteinte donc proximale avec une atteinte du duodénum et du jéjunum. Donc finalement, quand on a le diagnostic d'une MICI qui est posé, nous sommes amenés, à préciser la localisation de la maladie, 2, nous sommes amenés également à évaluer la sévérité de la maladie. Et pour cela, nous disposons d'éléments clinico-biologiques qui sont les critères de Trulov et Witz pour la rectocolite hémorragie, qui tiennent compte du nombre de selles, de la présence ou pas donc d'une fièvre, etc. Et nous avons des scores endoscopiques qui nous permettent également de classer la sévérité de la maladie. Il en est de même pour la maladie de Crohn. Nous disposons également, comme pour vous, pour les spondyloarthrites, d'éléments clinico-biologiques qui nous permettent de classer la maladie en poussée légère, modérée ou sévère, avec en plus les éléments endoscopiques. Troisième élément, il faudrait chercher également les autres manifestations extradigestives, comme l'a dit Dr Hliwa, notamment les lésions dermatologiques, les lésions ophtalmologiques, la cholongie sclérosante primitive et les troubles de la minéralisation osseuse. Donc, finalement, quand on a établi nos collègues internistes ou rhumatologues ont établi le phénotype, la sévérité de leur spondyloarthrite, le gastro-entérologue qui a posé le diagnostic de la MICI va préciser sa localisation, sa sévérité et les manifestations extradigestives. Là, il faudrait une concertation entre donc, les deux médecins pour définir l'objectif thérapeutique de leur donc, malade et préciser les moyens par la suite qui nous permettent d'atteindre cet objectif.
Alors, définir l'objectif thérapeutique de chaque maladie. Là, ce qui est important, c'est que finalement, nous avons les mêmes objectifs thérapeutiques. C'est améliorer la qualité de vie de nos patients. Comment? Eh bien, en contrôlant les symptômes, c'est la même chose pour les deux pathologies, contrôler la douleur et la raideur. Pour les MICI, ça va être la diarrhée et les douleurs abdominales. Nous devons également prévenir ou stabiliser les dégâts tissulaires. C'est la même chose là aussi. Donc, prévenir les déformations et les dommages structuraux, de même que pour les MICI. On doit également prévenir ou stabiliser les dégâts tissulaires qui sont représentés par les fistules et les sténoses. Et notre objectif commun, c'est que notre patient doit normaliser son activité professionnelle et sociale. Pour les spondyloarthrites, là aussi, l'objectif thérapeutique doit passer par l'atteinte de la cible thérapeutique qui est la rémission ou à défaut, donc un faible niveau d'activité pour les malades présentant une spondyloarthrite. Qu'en est-il des cibles thérapeutiques pour les MICI? Là, nous optons pour la rémission clinique, la normalisation de la qualité de vie et, depuis un certain nombre d'années actuellement, la cicatrisation muqueuse est devenue la cible thérapeutique. Et prochainement, donc, la rémission histologique va devenir également une des cibles thérapeutiques et la cicatrisation transmurale au cours de la maladie de Crohn, parce que comme vous le savez, la maladie de Crohn est une maladie qui est panpariétale et le fait qu'on cicatrise uniquement la muqueuse laisse la maladie, donc le processus inflammatoire se poursuivre avec le risque de progression, avec de la destruction donc tissulaire et la possibilité de survenue de fistules et de sténose. Est-ce que, donc, une fois qu'on a défini nos cibles thérapeutiques, défini l'objectif thérapeutique qui est commun donc à nos deux pathologies, est-ce qu'on peut traiter les deux pathologies avec les mêmes molécules? Alors, on a un certain nombre de médicaments qui sont disponibles pour les deux maladies. Les INS, comme vous le savez, sont les traitements de première intention au cours des spondyloarthrites symptomatiques en l'absence de contre-indication. Ils sont efficaces pour l'atteinte axiale et le sont également dans les formes périphériques. Ils ont une efficacité comparable qu'ils soient donc sélectifs ou non sélectifs et doivent être utilisés à la dose minimale efficace. Donc là, je ne vous apprends rien. Le seul bémol, c'est que les INS ne sont pas recommandés pour le traitement, comme vous le savez, des MICI, mais donc en cas d'association, bien évidemment, des spondyloarthrites et d'une MICI, il est nécessaire de ne recourir qu'à des doses faibles d'écoxy pendant une courte durée chez des patients qui ont donc une maladie inflammatoire et qui doit être en rémission intestinale parce qu'il y a un risque d'aggravation, même s'il est controversé, parce que les résultats sont disparates entre les différentes études et donc, dans la majorité des cas, ce sont les recommandations des principales sociétés savantes, qu'elles soient donc des sociétés traitant des MICI ou traitant des maladies rhumatologiques. Qu'en est-il des salicylés? Pour la RCH, la sulfasalazine et le 5-aminosalicylate sont efficaces aussi bien dans l'induction que la rémission et le maintien de la maladie. Pour la maladie de Crohn, il reste quelques indications du 5-ASA pour les poussées iléocoliques légères. Quant aux spondyloarthrites, comme vous le savez, la sulfasalazine constitue le traitement de fond des formes périphériques, bien qu'elle n'ait pas de place pour les formes axiales. Par contre, le 5-aminosalicylate, qui est efficace donc dans les MICI, n'a aucune efficacité dans le traitement des spondyloarthrites. Si bien qu'on peut être amené à donner la sulfasalazine, donc chez un malade qui a une rectocolite hémorragique ou une maladie de Crohn iléale ou iléocolique en poussée légère, quand il a une spondyloarthrite périphérique. Qu'en est-il des corticoïdes? Les corticoïdes, pour nous, ont une place de choix pour le traitement des formes modérées à sévères, avec des posologies assez importantes comparativement aux posologies prescrites donc, pour les atteintes articulaires. On a également la possibilité de donner le budésonide, qui est l'antocorte, pour les poussées légères, mais on n'utilise jamais les corticoïdes en traitement de fond. Pour les spondyloarthrites, la corticothérapie systémique à court terme
Elle peut être efficace au cours des spondylarthrites périphériques, mais non recommandée pour l'atteinte axiale. Et là, je sais que vous avez recours de façon assez fréquente aux infiltrations locales des corticoïdes pour les atteintes, donc les arthrites et les enthésites. Pour ce qui est des immunosuppresseurs, pour nous, les Mickey, l'azatioprine a une place de choix dans le traitement de fond de la maladie de Crohn et de la rectocolite hémorragique, et le méthotrexate, contrairement donc aux pathologies donc, articulaires, n'est qu'une alternative en cas de contre-indication ou d'intolérance aux thiopurines. Pour les spondyloarthrites, je sais que les thiopurines n'ont pas d'efficacité prouvée et que le méthotrexate a toute sa place pour le traitement des formes périphériques. Nous arrivons à la pierre angulaire dans le traitement des spondyloarthrites et des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, notamment les anti-TNF, qui, comme vous le savez, pardon, donc l'infliximab, l'adalimumab et le golimumab, en sachant que le golimumab n'est efficace que dans la rectocolite hémorragique, le certolizumab n'est efficace que dans la maladie de Crohn et que pour l'étanercept, il n'est pas efficace dans les Mickey. Si bien qu'on va être donc amené à parler essentiellement de l'infliximab et de l'adalimumab parce qu'ils ont une efficacité qui est assez conséquente donc dans les deux maladies, que ce soit les spondyloarthrites que dans la maladie de Crohn et la RCH. Les anti-TNF sont efficaces dans les formes axiales quand la maladie elle est active malgré les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Pour les formes périphériques, là aussi, donc les anti-TNF sont bien indiqués. Là, nous voyons dans cette méta-analyse qui montre l'efficacité des traitements biologiques dans les spondyloarthrites. Quelle est l'indication des anti-TNF dans les Mickey? On les prescrit en cas de maladie active modérée à sévère quand il y a un échec ou d'une contre-indication ou une intolérance aux corticoïdes et aux immunosuppresseurs, avec une place donc préférentielle pour les fistules anopérinéales complexes, comme donc l'a montré Dr Hliwa, et qu'on va utiliser en association avec les antibiotiques et un drainage chirurgical. Une autre indication, c'est la prévention des récidives post-opératoires chez nos patients opérés qui ont une résection iléocolique et quand ils ont plus qu'un facteur de risque de récidive post-opératoire. On a dit que le traitement des Mickey doit idéalement et doit nécessairement, dans certains cas, nous donner la possibilité d'avoir une cicatrisation muqueuse. Et ça, c'est un objectif qu'on peut avoir et une cible qu'on peut avoir grâce à l'utilisation des anti-TNF. Là, vous voyez qu'on peut avoir une cicatrisation dans 16,5% avec les thiopurines, plus avec l'infliximab et plus quand on a une combothérapie. Il en est de même pour l'adalimumab, puisque donc on peut avoir une cicatrisation dans 28% des cas. La cicatrisation avec l'adalimumab, là aussi, elle est possible, surtout si on traite, comme pour la maladie de Crohn, les maladies dont l'ancienneté est inférieure à 2 ans. Et là, donc, se pose la question de traiter précocement les malades qui n'ont pas encore de destruction tissulaire, puisque la réponse va être meilleure si la maladie est dite donc précoce. Pour ce qui est des anti-TNF, comme on l'a dit, là, ces deux méta-analyses montrent aussi bien l'efficacité de l'infliximab, l'adalimumab dans l'induction de la rémission et du maintien de la rémission. Une petite différence entre les Mickey et les spondyloarthrites quant aux posologies et au rythme d'administration de ces anti-TNF, avec le recours pour nous de doses donc d'attaque avec l'adalimumab, également donc avec le golimumab, là aussi pour la rectocolite hémorragique, on donne des doses d'attaque, chose qui n'est pas utilisée pour l'adalimumab par exemple au cours des spondyloarthrites. Donc, si bien que dans les recommandations, si on est amené à traiter un patient qui a une spondyloarthrite associée à une Mickey, c'est les anti-TNF avec la posologie donc adaptée aux maladies inflammatoires, la maladie inflammatoire qui vont être donc utilisées. Une petite différence également
entre les MICI et les spondyloarthrites, c'est l'utilisation de la combothérapie avec un immunosuppresseur en cas d'utilisation d'anti-TNF. Chez nous, donc l'infliximab doit être associé forcément à un immunosuppresseur, à savoir donc l'azatioprine de façon systématique, parce qu'on n'a pas démontré d'efficacité d'association de l'infliximab avec le méthotrexate, et ceci passerait par la diminution de l'immunogénicité induite donc par l'anti-TNF, ce qui va améliorer l'efficacité de l'infliximab. Quant à l'association de l'adalimumab avec l'azatioprine, malgré des résultats controversés, on continue à l'utiliser avec donc une méta-analyse qui montre là aussi l'efficacité meilleure en cas donc de combothérapie, quoique dans certaines recommandations, on peut utiliser l'adalimumab seul sans azatioprine. Donc, pour ce qui est des spondyloarthrites, on voit que là, concernant la combothérapie avec un immunosuppresseur, la réponse n'est pas tranchée, puisque j'ai trouvé que dans la majorité des essais thérapeutiques, on a une réponse similaire entre un biomédicament en monothérapie et en combothérapie, quel que soit le phénotype de l'atteinte. L'ustekinumab, qui est un inhibiteur de la sous-unité P40 de l'interleukine 23 et 12, est efficace dans l'induction et le maintien de la rémission des spondyloarthrites axiales, ainsi que dans la maladie de Crohn et de la rectocolite hémorragique. Dans les MICI, il est indiqué en cas d'échec des traitements conventionnels, avec au moins un médicament donc biologique qui a échoué ou qui a été contre-indiqué, avec une efficacité donc nette pour l'utilisation, dans l'utilisation de l'ustekinumab pour obtenir la rémission clinique. Il permet même donc la cicatrisation muqueuse avec un pourcentage qui est donc assez important, avec donc une efficacité là aussi qui est démontrée pour les spondyloarthrites donc axiales radiographiques. Pour ce qui est de vedolizumab, donc il est indiqué dans les poussées modérées à sévères pour les MICI, mais on n'en dispose pas, comme donc au Maroc, donc en Tunisie, et son efficacité dans les spondyloarthrites est assez controversée. Les anti-IL-17 donc, ont une efficacité qui est prouvée dans le spondyloarthrite. Par contre, ils ne sont pas efficaces dans les MICI et voire même il y a risque d'aggravation de la MICI, même si elle est quiescente. C'est pour ça qu'en cas d'association de spondyloarthrite et de MICI, il est souhaitable d'éviter l'utilisation des anti-IL-17. Les petites molécules, les anti-inhibiteurs, donc JAK-INAS, sont recommandants dans les spondyloarthrites axiales. On a un certain nombre de molécules qui sont utilisées, donc soit déjà dans la RCH comme le tofacitinib, dont on ne dispose pas encore en Tunisie pour la RCH, mais il est utilisé en Tunisie pour la polyarthrite rhumatoïde. On a d'autres molécules qui ont été testées dans un certain nombre d'essais pour la rectocolite hémorragique et pour la maladie de Crohn, mais non encore disponibles. Donc ce tableau, je trouve qu'il est bien. Il a été publié dans Clinical Rheumatology 2020, où on voit les différentes molécules avec leur efficacité au cours des spondyloarthrites et des MICI. Donc finalement, on a un certain nombre de molécules qui sont efficaces, mais la question qui se pose, par quoi on va commencer pour traiter notre patient? Là, il faudrait s'enquérir sur les facteurs de risque qui sont associés à un génie évolutif sévère pour notre patient. Et là, nous avons des facteurs de risque d'une forme donc sévère, aussi bien pour la maladie de Crohn que pour les spondyloarthrites. Et pour ces malades-là, on est amené à donner, comme l'a dit Dr Hliwa, un traitement optimal. Notamment, là, c'est la stratégie top-down, où on va commencer par un traitement, notamment un anti-TNF, afin de retarder ou d'éviter l'aggravation des lésions tissulaires. Si on est devant un patient qui a moins de 40 ans, qui est tabagique, qui a des ulcérations déjà creusantes à l'endoscopie, qui a des lésions anopérinéales, qu'il existe des formes sténosantes, une forme sténosante ou fistulisante d'emblée, si on a été amené à donner des corticoïdes donc pendant la première année ou dès le diagnostic, on est
amenés à être assez agressifs en matière de traitement. Et là, je vois que même pour les spondyloarthrites, là aussi, vous avez des éléments qui vous amènent à être donc agressifs dès le départ, avec des éléments de sévérité et des éléments qui sont prédictifs d'une progression structurelle. Et c'est ce qui nous donne ici la possibilité d'agir avec un traitement donc optimal pendant cette période où il n'y a pas encore l'installation de lésions donc tissulaires donc dans le processus d'évolution de la maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Il faut toujours aussi garder à l'esprit qu'il faudrait avant également de donner un traitement, ne pas perdre donc de vue le risque d'effets indésirables et ne pas être amené à prescrire de façon non étudiée un traitement optimal, c'est-à-dire qu'il faudrait réserver les traitements agressifs pour les patients qui ont des facteurs de risque de forme donc agénie évolutive sévère. À côté du traitement médical, on a d'autres mesures également qu'on partage, notamment l'arrêt du tabac, la non-utilisation des régimes alimentaires d'exclusion, l'importance de l'éducation thérapeutique et le recours aux associations de malades, ce qui permet aux patients d'adhérer fortement donc, à son traitement. Et ceci va faciliter donc cette adhésion au traitement, le bon monitoring du traitement. Et le monitoring va se baser sur le concept Treat to Target, qui est similaire également pour les deux pathologies et qui se base sur la définition de l'objectif thérapeutique, la définition de la cible, le monitoring étroit de la réponse au traitement et l'ajustement thérapeutique. Pour ce qui est des MICI, donc une fois qu'on a posé le diagnostic de la maladie et qu'on a instauré un traitement, on a des délais qui sont bien fixés dès le début pour vérifier la rémission clinique, utiliser les biomarqueurs, notamment la calprotectine fécale à 3 mois, puis tous les 3 mois. Et si on a une diminution du taux de la calprotectine à un taux inférieur à 250 microgrammes par gramme de sel, ceci est fortement associé à une rémission, une cicatrisation endoscopique et à ce moment-là, on va confirmer la cicatrisation muqueuse par l'utilisation de l'endoscopie ou bien pour le grêle par le recours à l'imagerie. Donc, en cible généralement la cicatrisation muqueuse au bout de 6 à 9 mois pour la maladie de Crohn, voire même 12 mois. Et pour la rectocolite hémorragique, on la cible à 6 mois. Une fois la cible est atteinte, on pourra soit optimiser, donc si la cible thérapeutique n'a pas été atteinte par l'optimisation, en augmentant les doses des anti-TNF ou bien en réduisant l'intervalle de perfusion, ou bien associé à un immunosuppresseur si on était en monothérapie au début. Et là, donc, on peut s'aider tout comme pour les spondyloarthrites, par le monitoring thérapeutique, ce qui nous amènera à changer de classe ou bien à optimiser. Une fois la cible donc atteinte, on peut, en cas de combothérapie, penser à la désescalade, mais nous ne l'envisageons qu'après une rémission dite profonde et prolongée. Et à ce moment-là, on discutera selon la situation, l'arrêt de l'immunosuppresseur ou de l'anti-TNF. La stratégie de désescalade thérapeutique, là aussi, j'ai trouvé qu'elle est bien spécifiée pour les recommandations donc de l'ELAR et les recommandations du collège donc américain. Chose différente par rapport à la prise en charge des MICI, c'est que nous, on n'a pas encore de recommandations qui permettent d'effectuer l'espacement des prises des anti-TNF-alpha, chose que vous faites de façon établie. Et je pense que pour les patients qui ont une association des deux pathologies, il faudrait, à mon avis, rester donc collé donc à la prise en charge de la maladie de Crohn, parce qu'on a vu qu'en espaçant, on a un risque des anti-TNF, il y a un risque de rechute qui n'est pas négligeable. Donc, pour finir, il y a un algorithme de prise en charge que vous connaissez sûrement mieux que moi et où il y a une recommandation de recours quand il y a une association d'une spondyloarthrite, donc axiale avec une maladie de Crohn. En cas de maladie active, l'atteinte intestinale et articulaire, là, le traitement de choix, ça sera les anti-TNF-alpha.
bien évidemment, comme on l'a dit, pour les doses recommandées pour la pathologie donc intestinale. Quand on a une maladie, une spondyloarthrite qui est active, mais avec une MICI qui est quiescente, on peut se permettre des courtes durées de traitement par les coxibes. Si la maladie inflammatoire est active et que la spondyloarthrite est quiescente, ce sera le traitement de la maladie inflammatoire intestinale. Et si les deux pathologies sont quiescentes, eh ben, ça sera à la demande. Donc, le traitement, soit de la MICI en fonction des recommandations donc inhérentes à la MICI, ou bien le traitement à la demande de la spondyloarthrite. Là, donc, il s'agit également d'un autre algorithme que j'ai trouvé et que je vous mets et que vous pourrez donc par la suite consulter. Je vous remercie et je suis prête à répondre à vos questions. Et une question de l'assistance virtuelle. Malheureusement, on a pris un peu de retard. On va se donner une ou deux questions. Alors, il y a docteur El-Anbi qui vous pose une question, s'il vous plaît. Quel est l'intérêt de la calprotectine sérique, plutôt que fécale, sérique? La calprotectine fécale, la calprotectine sécale, je n'ai aucune notion de son existence parce que pour les MICI, on utilise la calprotectine fécale qui est synthétisée par les polynucléaires et qui est corrélée à l'inflammation digestive. Je n'ai aucune idée sur la calprotectine sérique. Juste une petite remarque. Les manifestations rhumatismales englobent, je crois, plus que les spondyloarthrites. Il y a des atteintes articulaires périphériques qui n'ont aucun lien avec l'atteinte axiale, des arthralgies inflammatoires, parfois de véritables polyarthrites périphériques, sans atteinte pelviaxiale et ne rentrant même pas dans le cadre de spondyloarthropathie non radiologique.